commencer, premièrement, merci à tous les partenaires et membres de la presse de nous avoir rejoints aujourd'hui au Conan Art Center. Pour cette conférence de presse, nous allons vous présenter un beau projet, la rétrospective sur Max Boublé, qui s'intitule, comme vous le voyez derrière moi, Entre lignes et lumière, qui se tiendra ici au Conan Art Center du 2 octobre au 2 novembre prochain. Je suis moi-même Olaf Boublé, un des membres du comité de l'association Les Amis de Max Boublé, qui organise cet événement. Je suis rejoint aujourd'hui par Sophie de Robillard, présidente de l'association, Alicia Morel et Laetitia Levre, les deux cofondatrices de Le Faire Dot et scénographes de l'exposition, et Vanessa de Gedesmedil, Head of Communications and Sustainability à MCB, qui est notre sponsor principal. On sera aussi rejoint en vidéo par Bernard Lehambre, qui est le commissaire d'exposition et l'auteur du livre sur Max Boublé, qui rejoindra donc l'exposition. Donc moi, Olaf, je suis le petit-neveu de Max Boublé et j'ai la chance d'être sur ce comité organisateur aujourd'hui, même si ça fait moins longtemps que les autres. C'est un projet qui a commencé il y a presque 3 ans maintenant et qui a été initié par le père Michel Boublé, le fils cadet de Max Boublé, qui malheureusement nous a quittés depuis. J'aimerais déjà dédier cette exposition à Michel. Et je suis aussi honoré que le comité soit venu vers moi pour me proposer une place sur le comité pour prendre la place que Michel a laissée, même si c'est une très grande place à prendre. Donc cette rétrospective comprend plusieurs éléments. Donc, comme je l'ai dit déjà, une exposition sur Max Boublé, qui était un homme avant tout, que beaucoup connaissent en tant que peintre, mais surtout c'était également un architecte. C'est une exposition qui va porter sur ces 3 aspects de Max Boublé. Il y a, comme je l'ai dit aussi, un livre qui va sortir, qui sera disponible à l'achat ici au Conan Art Center du 2 octobre au 2 novembre. Nous avons également 2 films artistiques qui vont sortir et qui ont été produits par la société KMVH et qui se focaliseront sur un film sur l'homme et l'autre film sur les édifices religieux réalisés par Max dans sa profession d'architecte. Et nous avons également voulu intégrer une dimension éducative à ce projet qui était vraiment important pour nous pour permettre de pérenniser ce projet et de vraiment partager Max Boublé au plus grand nombre. Donc pour ça, nous aurons des workshops qui seront organisés tout au long de l'exposition pendant 1 mois. Des workshops notamment centrés autour de la peinture, pour adultes comme pour enfants. Et nous aurons également le 20 octobre une table ronde organisée, animée par Finet Sales, qui s'intitulera Regard croisé et qui réunira plusieurs artistes qui donneront leur regard sur la peinture de Max Boublé. Et ces artistes, je vais les nommer, sont Gaël Froger, Evan Sohen, Vaco Bessac et Fabien Kango. Donc 4 artistes qui représentent 2 générations. C'est un thème, on va dire, l'intergénérationnel qui revient souvent. Donc, pareil, moi, j'ai on va dire, remplacé Michel sur le comité. Et voilà, ce côté intergénérationnel est bien ce qu'on voulait aussi transmettre. La peinture de Max Boublé, les œuvres architecturales de Max Boublé ne sont pas quelque chose du passé. C'est bien quelque chose qu'on peut tous aujourd'hui, peu importe notre âge, apprécier. Et donc c'est ça qu'on voulait transmettre avec toute cette rétrospective Max Boublé entre lignes et lumière. Donc je vais passer la parole à Sophie de Robillard, présidente de l'association Les Amis de Max Boublé. Merci. Merci Olaf. Je me présente tout d'abord, Sophie de Robillard, petite fille de Max Boublé. Et j'ai envie peut-être pour commencer d'évoquer ce grand-père qui a été quelqu'un de très spécial dans ma vie. J'ai habité la même maison que lui pendant 9 années. Donc son atelier représente, je peux encore me le représenter, l'odeur de téléventine,
le lavage des pinceaux après ces séances de peinture. Il avait tout un rituel de lavage de pinceaux. Quand on les lavait, on savait qu'après, il allait venir jouer avec nous, parce que c'était un grand-père extrêmement présent. Il n'était pas du tout enfermé dans une bulle, mais très présent. Il jouait, il inventait des jeux pour nous, pour s'amuser. Et un autre souvenir aussi qui me revient, que j'ai envie d'évoquer, c'est qu'il y avait ce rituel des courses. Pour lui, le champ de Mars et les courses, c'était quelque chose d'important. Et il nous emmenait aux courses, et même aux courses, il y avait aussi le rituel du gâteau. Après la troisième course, on allait manger un gâteau de la fleur. Et à la fin de la journée de course, c'était les pistaches et le carrousel au milieu de la plaine. Et je me rappelle même qu'il montait avec nous sur le carrousel quand on allait faire. Donc c'est plein de souvenirs qui sont revenus. Et même si j'avais l'impression de connaître ce grand-père et d'avoir vécu entouré de ces tableaux, entouré de ces tableaux qui faisaient partie du décor de ma vie, je me suis rendu compte en discutant avec Michel Boulet, son fils cadet, qui était aussi mon parrain, que je ne connaissais qu'une infime partie de l'œuvre de Max Boulet. Et on évoquait ensemble, il me parlait d'autres choses que Max avait créées. Et il m'a dit, ce serait peut-être intéressant que tu rencontres Bernard Lehongre à Paris. Donc voilà, ça a été la première rencontre avec Bernard Lehongre en 2018, où il nous a rapidement convaincus de la nécessité de ce travail de mémoire. Et il a su mettre les mots pour nous dire non, c'est indispensable, il faut vous lancer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait très peur parce que, moi j'avais très peur parce que je suis peut-être quelqu'un qui a des idées, mais je ne suis pas nécessairement très bonne dans l'organisation d'un projet aussi énorme que celui-là. Mais il y avait en nous ce désir de partager, de faire connaître l'œuvre du peintre, de l'architecte, de parler de l'homme qu'il était, un grand humaniste, un amoureux de sa terre natale, un homme d'une grande sensibilité. Donc, avec ce désir ancré en nous, en 2019, nous avons créé l'association Les Amis de Max Boulet, où nous avons réussi à rejoindre, comme Olaf le disait, 3 générations de Boulet. 3 générations qui avaient envie de ce projet, qui avaient envie d'essayer de le mettre sur pied. Je voudrais remercier ici le comité qui a été présent, mais citer tout spécialement celle qui a été le mastermind, le chef de projet, et sans qui ce projet n'aurait pas eu lieu. C'est une autre petite fille de Max Boulet, Pauline Beaunieu, qui a été la cheville ouvrière. Sans elle, mes idées, elles auraient volé très haut, on n'aurait rien mis en œuvre. Elle a été celle qui relançait, parce que tenir un projet pendant 2 ans, 3 ans, avec le Covid au milieu, ça a été très difficile, qui relançait, qui maintenait le souffle, et qui était dans l'organisation, le planning, le suivi, avec beaucoup de perfection, du sens du détail et de la perfection. Je voudrais aussi remercier Sarah Kuhn, qui a été à l'œuvre pour la maquette du livre et qui coordonne aujourd'hui tout le projet communication. Je voudrais remercier Sybille Bolland, qui a été notre précieuse trésorière, même si certains chèques parfois se sont perdus en chemin, mais qui maintenait ce fil de la guerre qui est l'argent. Alors, comme je vous disais, nous avons découvert, au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet, des aspects inconnus du travail de Max Boulet. Et c'était, on dirait qu'on connaissait le type of the iceberg, mais qu'il y avait toute cette partie qu'on découvrait, des tableaux qui sortaient de placards, des gens qui nous téléphonaient, on a des tableaux chez nous, venez les voir, c'est intéressant. Donc il y a eu tout ce travail de recherche, d'archives, de photos à prendre, de films à réaliser, et de plans d'architectes à retrouver. Ça a été peut-être la partie difficile, mais nous en avons retrouvé qu'un. Nous avons eu sur ce projet des collaborateurs précieux, tels que Christian et Doris Bouchipika pour les photos, les encadrements, Louise Boulet pour les photos, Sandra et Elena de In Other Words pour la justesse des mots, la précision, Tristan Bréville du Musée de la photographie, qui a des ressources infinies d'archives et qui a été un bonheur
sur notre route. Et puis l'expertise de Précigraphe pour le livre. Je suis sûrement oublié ça. Bon. Pour terminer, nos principaux collaborateurs que je voudrais remercier ici pour leur expertise, leur immense travail de recherche, leur créativité et leur professionnalisme. Je veux nommer Bernard, le commissaire de l'exposition, Alicia et Laetitia de Feuille Dot, sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible. Alors nos sponsors, c'est peut-être l'aspect le plus important pour le comité, du travail du comité, ça a été de rechercher des mécènes qui allaient croire dans ce projet, qui allaient croire dans cette envie de transmettre l'héritage que nous avions reçu, ce patrimoine culturel que nous avions envie de transmettre et de partager. Et là, je peux nommer principalement la MCB, qui a été notre sponsor principal et qui a été plus qu'un sponsor, mais aussi un partenaire pour nous aider à définir le projet et à avancer au début, surtout, et même à la fin dans certaines réalisations. Nous avons eu aussi IBL et Closia qui ont été nos 3 sponsors principaux, la MCB, IBL et Closia. Ensuite ENL, UBP, MUA, Scott, General Construction et Flower Ag. Et je tiens à remercier tout spécialement tous ces sponsors qui ont vraiment cru dans notre projet, qui nous ont fait confiance pour qu'on puisse aller de l'avant et vous présenter cette exposition le 2 octobre. Sans eux, rien n'aurait été possible. Je pense avoir tout. Merci. Ah non, j'ai oublié. Je peux reprendre? Ah oui, sorry. Oui. Alors, j'avais oublié de dire qu'on avait vraiment très envie de mettre l'accent sur la transmission. Je crois que je l'ai dit, mais je n'ai pas spécifié un truc que je voulais vraiment dire. C'est inviter les parents qui vont venir à l'exposition de venir avec leurs enfants, de venir en famille, parce qu'il y a toute une lecture enfant avec des outils pédagogiques, avec un film qui ont été vraiment prévus pour que les enfants puissent avoir leur lecture à leur niveau et pouvoir apprécier pleinement cette exposition. Et c'est aussi dans notre envie de transmettre, c'est de transmettre à la jeunesse, de transmettre aux jeunes aujourd'hui. Merci Sophie, je pense que c'est très bien dit. Et si nous, en tant que comité organisateur, si on regarde le travail accompli, on a déjà gagné 2 choses. Des liens un peu plus rapprochés au niveau de la famille, et aussi beaucoup de tableaux de Max qui ont été découverts grâce au travail effectué pendant ces 2 ou 3 dernières années. Donc on est déjà gagnant. Donc j'aimerais maintenant passer la parole à Vanessa de Jeunesse-Péville de la MCB, qui va nous expliquer vraiment le involvement de la MCB dans le projet. Et donc comme Sophie l'a dit, plus qu'un sponsor, un partenaire. Merci Olaf. Merci Sophie pour ces mots et bravo encore pour cet exploit. C'est difficile de passer après toi, mais quelques mots pour vous dire qu'à la MCB, en fait, on a la conviction forte que le succès d'une entreprise, le succès d'une nation, passe également par sa capacité à valoriser son patrimoine culturel. C'est extrêmement important. Et le soutien à l'art mauricien fait partie intégrante de l'ADN de la MCB depuis des années maintenant. Nous avons, au fil des années, tenté d'apporter un soutien à l'art, à la culture mauricienne, par un certain nombre d'acquisitions d'œuvres que nous avons réalisées à travers notamment le Blue Penny Museum, qui est un musée qui appartient au groupe MCB. Nous avons à ce jour une collection qui regroupe beaucoup de chefs-d'œuvre de l'art mauricien. Nous avons le sentiment que notre devoir, en tant que première institution financière de l'île, du pays, notre devoir est aussi de valoriser ce patrimoine culturel local et surtout, comme le disait Sophie,
de tout mettre en œuvre pour essayer de le transmettre aux générations futures. Et il faut que dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, 50 ans, nos petits-enfants, les petits Mauriciens, connaissent les artistes, le nom des artistes de leur pays et qu'ils en soient fiers. C'est donc avec une grande évidence, j'ai envie de dire, que nous avons tout de suite accepté de soutenir cette exposition de Max Boublé, qui reste un des plus grands artistes mauriciens de sa génération. Donc merci à tous, et je repasse la parole à Olaf. Merci. Merci Vanessa pour ces mots touchants. Je vous invite à regarder le teaser de l'exposition, de la rétrospective. Et pour rester dans l'univers du virtuel, quelques mots de Bernard Leland, donc le commissaire d'exposition, qui n'est pas encore à Maurice, donc on a en vidéo. En 20 ans, le but de ce travail était de dresser un inventaire des œuvres d'artistes de Maurice. Alors, je dois dire que Barbara et moi-même, nous avons retenu 10 artistes et avons dans notre banque d'images actuellement plus de 8000 œuvres de ces 10 artistes. Les 10 artistes sont, je le rappelle, le juge de Segret, Max Boublé, Gaëtan Desronay, Franck Wilson, Serge Constantin, Marcel Lagesse, Hervé Masson, Malcolm de Chazal, Claude Bétuel et Maurice Bénard. Pour établir ce choix, nous avons visité quelques 200 collections privées et institutionnelles à Maurice, à La Réunion, en France et au Royaume-Uni. Notre objectif principal, Marie-Noël, notre objectif principal était, au lendemain de la rétrospective Hervé Masson tenue en 2005 au MGI, c'était de recueillir des éléments constitutifs d'une véritable histoire de l'art à Maurice pour la période allant de 1895 à 1965. Mais aussi, ça c'était pour nous très important, d'inciter les grands collectionneurs et l'État mauricien à créer un musée d'art digne de cette ère. Elle est importante, premièrement, nous avons la volonté de donner une visibilité à l'œuvre picturale à partir de 60 tableaux que j'ai choisis dans 17 collections à Maurice, mais aussi à La Réunion et en France. Le nom de ce peintre est bien connu chez un grand nombre de Mauriciens. Mais en l'absence d'un musée d'art, le public ignore sa production culturelle.
la rétrospective doit mettre un terme à cette situation. Un artiste dont on connaît le nom et dont il ignore totalement les œuvres. Deuxièmement, assurer à Max Boublé sa place dans l'histoire de l'art à Maurice, entre la génération de Le Juge de Segret et la génération d'Hervé Masson, comme peintre paysagiste attaché à sa terre natale et comme peintre mentor de toute une génération de peintres paysagistes de Maurice. Troisièmement, troisième raison importante de tenir cette rétrospective, c'est de révéler au public qu'il a été un grand bâtisseur. Il a considérablement enrichi le patrimoine architectural de l'île dans l'entre-deux-guerres. Plus de 26 édifices religieux sont l'œuvre des dessins de Max Boublé. Plusieurs bâtiments publics et plusieurs maisons individuelles de style art déco ou néoclassique sont également des œuvres de Max Boublé. Or, ce fondateur, cet artiste, ce bâtisseur, dont le public connaît, fréquente, visite, passe devant les œuvres, mais on ignore totalement le nom de leur créateur, de leur concepteur. Je voulais encore dire qu'il a fondé en 1946 le premier cabinet d'architecture conséquent de l'île Maurice, à qui l'on doit les dessins des plans de l'hôtel de ville de Port-Louis et qui a répondu à plusieurs appels d'offres des autorités, notamment pour la construction de maisons individuelles après les cyclones de 45, des années 50 et des années 60. Voilà ce qui me paraît important et ce qui nous a guidés dans la construction de cette rétrospective et l'écriture de son catalogue. Barbara et moi, on s'est posé cette question au tout début de notre travail. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'en fin de compte, les deux choses demeuraient très séparées. De fait, les tableaux de Boublé ne sont pas des peintures d'architecture. Et les architectures conçues par lui ne sont pas des architectures. Toutefois, nous avons remarqué que le peintre promène un regard d'architecte sur les motifs qui retiennent son attention et son intérêt. Il y dessine les structures géométriques qui les composent et que sa palette de couleurs va animer. De même, les édifices architecturaux ne révèlent pas le peintre dans leur conception. Toutefois, là où le décorateur peut intervenir, nous reconnaissons les préoccupations d'un peintre, les préoccupations picturales qui ont présidé à leur révélation. Ainsi, le décor intérieur du blason, les vitraux abstraits de la chapelle Saint-Joseph et, dans d'autres cas, différents éléments de décor des maisons individuelles ou des édifices publics. Le tableau qui me tient le plus à cœur, c'est un tableau que j'ai connu dès 2012, un peu avant même, parce que c'est un tableau que Barbara avait vu et photographié, numérisé en 2008. Et ce tableau représente le Picard-Boss. En fait, la nature, avec au loin, dans le lointain, le Picard-Boss. On identifie assez bien le Picard-Boss, si bien que ce tableau qui n'avait pas de titre, nous l'avons baptisé le Picard-Boss, et nous avons ensuite, par la suite, découvert qu'il y avait d'autres tableaux
consacré à cette montagne mythique de l'île Maurice. Et ce tableau fait donc partie d'une série de tableaux. Nous en connaissons deux, mais très certainement il y en a d'autres chez d'autres collectionneurs que nous n'avons pas encore vus ni eu accès. Ce tableau, je l'ai intitulé le Peter Boss 2. Vous verrez dans le catalogue et à l'exposition. Ce tableau est une peinture de 8000, bien sûr, comme la plupart des 60 tableaux que nous allons présenter pour cette rétrospective. C'est une huile sur bois. Un petit tableau. Il n'est pas grand, c'est un des plus petits tableaux que je puisse connaître de Max Boulley. Il fait 34,5 sur 24 cm. Vous voyez, ce n'est pas un grand tableau. Mais il montre cette particularité, cette sensibilité qu'il a pu recevoir de sa formation chez les fauves de l'Académie Ranson à Paris pendant son séjour dans les années 20, au début des années 20. L'Académie Ranson a été formée par des artistes autour de Maurice Denis, et ce tableau présente, très coloré, présente des aspects qui font que le motif du Peter Boss disparaît en réalité pour laisser la place à une véritable symphonie de couleurs. Tout est couleur chez Max Boulley, mais il y a une grande économie de couleurs. Et on voit dans ce tableau l'usage de 4 couleurs principales, de 4 tons, et surtout comment l'artiste, quand il pose ses touches de couleurs, ces couleurs, ces taches font toujours écho à une autre couleur. Et l'on a construit ainsi un véritable poème chromatique. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été très ému par ce tableau. Je suis très heureux qu'on ait eu l'occasion de l'avoir, qu'on nous le prenne pour cette exposition. Voilà ce que je peux dire. C'est que là, nous avons un coloriste tout à fait remarquable. Nous avons un travail, un agencement de couleurs en écho, en miroir, qui se répondent les unes aux autres et qui donnent une profondeur en même temps à ce tableau. Rien n'est dessiné, tout est obtenu par la couleur et par les taches de couleur. J'espère très vivement être parmi vous et en même temps redécouvrir les œuvres, un peu comme pourront le faire les premiers visiteurs de cette exposition. Merci Bernard, je pense qu'on peut tous constater la passion qui l'anime, non seulement à propos des tableaux de Max Boulley, mais aussi de la peinture mauricienne en général. C'est quelqu'un qui est une fontaine de connaissances sur ce sujet et qui sera là lors de l'exposition. N'hésitez pas à lui poser des questions si vous le croisez. Ce sera dur de l'arrêter. Et donc, il a parlé de plusieurs tableaux donc, que vous pourrez tous admirer pendant l'exposition. Les tableaux, c'est important, mais c'est aussi important de bien les disposer et de créer une scénographie pour créer un chemin et les découvrir en séquence. Et donc, pour ça, je laisse la parole à Alicia et Laetitia de Vefeldot. Merci. Merci Olaf. Ravie d'être parmi vous. Donc, je suis Alicia et Laetitia est à côté de moi. Je suis commissaire d'expo de formation et Laetitia est artiste peintre à la base et aussi a une spécialisation dans l'éducation beaux-arts. Nous avons créé notre plateforme Vefeldot il y a 5 ans et demi maintenant. On a développé plusieurs expositions, majoritairement dans Port-Louis, dans des anciens sites, dans des sites patrimoniaux liés à la culture mauricienne, dont 2 au Grenier en 2016 et en 2019 sous la thématique Borderlines. Nous faisons des solos d'artistes, on a fait des collectifs aussi, on travaille à l'injection culturelle pour plusieurs groupes d'entreprises. On a développé pas mal de choses autour de l'artisanat d'art aussi, donc voilà, on est vraiment une plateforme avec des projets différents.
Et donc ravie là d'avoir rejoint le projet scénographique de l'exposition Entre lignes et lumière. Donc on est intervenu plus tard, a posteriori du travail de toute la recherche que Bernard Lehambre a entrepris avec Barbara Luc. Et l'idée en fait c'était vraiment du coup de venir créer, imaginer une exposition visuelle. Donc on a séparé la rétrospective sous 2 thématiques spécifiques et dans 2 espaces différents. Une qui focalise sur toute la pratique architecturale et l'autre sur la peinture de Max Boulet. Donc il y aura 2 espaces à découvrir. Il y a une salle qu'on dévoile aussi au Codan Art Center qui n'a jamais été utilisée avant et qui servira en fait de salle pour exposition contemporaine, on espère par la suite. Donc on est ravis d'inaugurer cette nouvelle salle. Et on a vraiment voulu créer cette lecture qui amène à rentrer dans beaucoup de détails et dans des découvertes très visuelles. Et puis bon, il y aura pas mal d'informations de texte aussi pour vraiment comprendre d'où il vient, toutes ces pratiques. Il y a des échos aussi qui sont dans tout un contexte international, parce que forcément, bon, il a été influencé par beaucoup de choses, on va pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Et comme Sophie le disait, on a vraiment eu aussi l'envie d'avoir une lecture pédagogique et hyper accessible aux enfants. Donc finalement, dans la scéno, il y aura des choses physiques à hauteur des plus petits, pour vraiment que les parents et les enfants puissent naviguer dans le même espace, mais à différentes hauteurs pour les yeux aussi. Donc on espère vraiment qu'il y aura beaucoup de parents qui viendront avec leurs enfants. Laetitia vous parlera aussi de toute la partie atelier qu'on a développée un peu plus en détail. Mais voilà, donc l'idée c'était vraiment d'avoir une rétrospective qui puisse donner un maximum d'informations, qui puisse aussi amener dans une espèce d'intimité par rapport à toute la salle de l'œuvre picturale, où il y a tous les tableaux qui ont été choisis sous différentes thématiques. Il y en a 3 principales qui vont venir en fait vous faire découvrir toute la partie paysagiste, mais je pense aussi il y a vraiment des œuvres qui sont d'une modernité incroyable dans les sujets choisis surtout. Donc c'est vraiment une jolie découverte autour de tout ça. On a eu la chance aussi d'avoir pu intégrer 2 films qui vont, je pense, être assez exceptionnels, d'une artiste mauricienne et réunionnaise qui s'appelle KMVH et qui on collabore depuis pas mal d'années et donc qui a vraiment créé un univers assez spécifique autour de ça. Je vais peut-être laisser parler ça. Ok, effectivement, on va parler des films. Les films, en fait, c'était une recherche documentée qu'on n'a pas voulu faire produire par quelqu'un qui ferait justement un pur film documentaire. On a approché une artiste qui est ici, qui s'appelle Magali, KMVH, son nom d'artiste, qui a une formation Beaux-Arts également et qui a proposé de faire ce travail d'archive avec quelque chose d'un peu plus peut-être dynamique et plus personnel aussi. Puisqu'elle a essayé, elle est d'abord allée voir en fait certains bâtiments architecturaux et elle a voulu ensuite dialoguer avec certaines personnes de la famille pour qu'ils puissent expliquer un petit peu ce qu'ils étaient en train de voir et qu'ils puissent donner une touche un peu plus personnelle de leur perception. Ça, ce sera le premier film, et ensuite il y a le deuxième film qui est encore lui aussi peut-être encore un peu plus touchant, où il y a pas mal d'enregistrements d'archives donc de Michel Boulet qui étaient existants, qui ont été retravaillés, qui ont été compilés. Et ensuite Magali a proposé également de poursuivre le travail, donc elle est allée rencontrer la famille de Max Boulet, la famille encore vivante, et elle a questionné un petit peu les petits-enfants sur ce travail de leur grand-père et de quelqu'un de leur famille, voir un petit peu ce qu'ils en avaient pensé. Et elle est également allée interviewer Roger Charroux, qui travaillait à l'époque dans l'architecture d'intérieur, qui est son métier en fait, et qui a travaillé dans le fameux cabinet dont parlait Bernard Lehambre. Donc elle est allée prendre un petit peu cette discussion et elle a intégré tout ça dans ses films à sa manière. Donc ces films seront donnés à voir en fait dans la salle d'exposition. Il y en aura un dans la salle de peinture, il y en aura un autre qui sera au niveau de l'architecture, donc vous pourrez aller prendre le temps de les regarder et vous faire votre propre idée. Alicia me demandait également de parler un petit peu du côté pédagogique. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu avec Alicia cette volonté de faire une programmation de workshop ou d'atelier ou de faire venir les écoles dans tout ce qu'on a produit. Maintenant, avec les conditions sanitaires, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on n'a pas l'autorisation de déplacer les écoles, donc on a fait un travail un petit peu inversé.
C'est vrai qu'on a fait une lecture enfant qui accompagne l'intégralité de l'exposition et qu'on a vraiment besoin du soutien des parents pour emmener eux-mêmes leurs enfants. Les conditions sanitaires seront respectées et ils pourront palper un petit peu l'exposition, ils pourront toucher des choses, ils pourront essayer de construire des colonnes en bois, ils pourront dessiner à leur tour, ils pourront faire des recherches à l'intérieur des tableaux. Il y a pas mal de choses qui ont été prévues pour ça. Et voilà, donc c'est vraiment une exposition qui serait sympathique de découvrir en famille. La programmation d'ateliers, de la même manière, on l'a réajustée pour que les enfants puissent venir. Donc elle sera principalement effectuée les samedis en journée. Il y aura des ateliers le matin, des ateliers l'après-midi. On a essayé de varier le public, donc ça commence sur un public de petits, à partir de 5 ans. Il y a des ateliers qui sont destinés à des préadolescents, on va dire autour de 13-15 ans. Il y a également des ateliers qui sont un peu plus spécialisés, qui seront animés par des gens comme Jocelyn Thomas, pour donner un petit peu leur perception de la peinture aujourd'hui, la peinture des paysages, de la peinture à l'huile. Il y a Sultana Hakim qui va intervenir pour les plus jeunes, justement, pour leur expliquer un petit peu la perspective dans la peinture, ce genre de choses et quelques notions de peinture. Pour les plus petits, il y a Brian Lamoureux qui va venir pour faire un petit peu des illustrations et faire un petit peu des dessins de façade, des choses comme ça. Il y a également une architecte qui va venir, Camille Boulet, pour donner quelques notions d'architecture dans un autre workshop. Et puis après, il y aura tout un échange de prévu. Donc il y a la journée thématique qui est prévue avec le 20 octobre. Et il y aura également une conférence qui est prévue entre Bernard Lehambre et les élèves de l'école d'architecture, encore une fois dans une volonté de transmission. Donc toutes ces informations-là, vous les retrouverez sur le site internet du Codan, mais voilà, c'est important de les relayer pour que les plus jeunes puissent avoir accès à cette partie-là. Voilà. Et juste pour finir, encore une fois, au niveau de la scénographie, on a, en fait, de ce que Sophie disait, il y a vraiment toute une partie sur l'architecture qui est, en termes de choses à montrer, qui n'existait pas. Donc on a vraiment créé quelque chose de zéro. On est venu monter tant dans de la structure que dans de la recréation d'images d'archives. Il y a eu, comme tu disais, une grande aide de Tristan Bréville pour aller, et de Gada Chauve, exactement, pour aller récupérer des images et les retravailler pour les présenter. Louise a fait beaucoup de sites architecturaux aussi pour nous. Et donc on a, en photographie, on a vraiment donc monté un espace, construit une architecture également pour venir soutenir tout ce travail visuel qui sera présenté. Et justement, ravi d'avoir aussi de l'audiovisuel dedans, parce que ça va venir habiller aussi le son, tant que l'image. Donc voilà. Ouais. Un dernier mot, après on va arrêter de parler toutes les deux. Je voulais juste remercier la famille, particulièrement Sophie, Pauline et aussi Caroline, avec qui on a beaucoup échangé. On a beaucoup appris, c'était très enrichissant et merci de nous avoir donné cette chance-là. Merci fois deux. Merci à tous. Et on a hâte que vous veniez voir cette magnifique expo. Exactement. Donc merci à toutes les deux. On a fait le tour des intervenants. Je vais clore ma partie. Donc voilà, en résumé, nous sommes là pour vous présenter Max Boulet, l'homme, le peintre et l'architecte, du 2 octobre au 2 novembre au Codan Art Center, dans une nouvelle salle intitulée The Basement. Information importante que je n'ai pas encore dit, l'entrée est gratuite, donc venez vraiment, petits et grands, ça aussi c'est très important. On a vraiment pensé l'exposition pour tout le monde. Je tenais aussi à remercier Marie-Noël et Lisa Foy et de Talent Factory, donc nous avons réunis aujourd'hui. Évidemment, nous vous invitons à suivre donc, les réseaux sociaux. On a parlé de Caroline récemment qui s'occupe de ça. Donc sur Facebook et Instagram, Expo Max Boulet, @Expo Max Boulet, et bientôt le site web maxboulet.com qui sortira le jour de l'ouverture de l'exposition, donc le 2 octobre. Donc merci à tous et je vous ouvre aux questions maintenant si vous avez des questions. Vous êtes bienvenus. Ne soyez pas timides. Tout à l'heure, madame, vous avez parlé d'aspects inconnus. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne saviez pas quand vous avez fait vos recherches?
D'abord, j'ai découvert toute la partie architecture. Moi, je savais qu'il avait fait quelques maisons, mais j'ignorais tout ce qu'il avait construit à Maurice. Vaguement, non, j'avais toujours entendu parler de la chapelle de Cap-Malheureux, du tombeau de Belle-Laval, mais le reste, ça avait vraiment été une découverte pour nous, les fameuses 26 chapelles que Michel Boulet avait notées dans un petit carnet. Et puis les tableaux, on en a découvert des quantités. Des gens qui nous téléphonaient, j'ai un Max Boulet chez moi, je vous le photographie, je vous l'envoie. Voilà, beaucoup de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas. Peut-être que la partie la plus compliquée était justement de retrouver les plans d'architecture, c'est ça? C'est ce que vous disiez? Les plans, oui. Alors, on a découvert que quand il rendait un plan à la famille qu'il avait fait, il faisait aussi une impression d'artiste, c'est-à-dire qu'il faisait une aquarelle pour représenter ce que la maison allait être. Et ça, on n'a retrouvé qu'un. Parce que je pense que les gens, une fois la maison construite, ont jeté les plans, ont jeté l'impression d'artiste, à part un qu'il a gardé et qu'on va mettre, qui sera à l'exposition. Oui, ça a été très difficile cet aspect-là. Même les plans des églises, on a été dans les conseils de fabrique chercher, tout, ils n'ont pas gardé les plans. Voilà. Ce que je voulais rajouter par rapport à la question que vous venez de poser à Sophie, c'est qu'en fait, nous, quand on a travaillé sur l'architecture, on a dû faire aussi pas mal de travail d'archives pour arriver à donner des images de ce qu'on nous avait communiqué. Et c'est vrai qu'on est allé tour à tour visiter les bâtiments existants et que moi, personnellement, j'étais choquée et attristée de voir à quel point il avait œuvré pour son pays. Il a fait des bâtiments qui sont juste exceptionnels. Je dis par exemple le Ritz à Cœur-Pip ou le bâtiment de la CEB qui aujourd'hui est utilisé pour la CEB, mais qui n'est pas à proprement parler mise en valeur, alors que quand on regarde vraiment les lignes d'architecture de ces bâtiments-là, c'est juste incroyable. Vous pouvez aller à l'intérieur du bâtiment de la CEB et regarder la rampe est d'époque, le carrelage est d'époque, il est des années 30. Et quand vous prenez conscience du travail architectural qui a été fait, du choix Art déco justement, du fer forgé dans les rampes, c'est juste merveilleux de voir ce genre de détails-là et de savoir que c'est encore existant. C'est pareil, Marie-Reine de la Paix, moi je suis allée au monde 2 fois, je ne savais pas que c'était lui qui l'avait fait. Donc c'est vraiment des découvertes comme ça qui sont très très intéressantes. Et puis les églises, qu'on aille dedans ou pas, quand on regarde l'architecture vue de l'extérieur, le détail qu'il a mis dans les motifs, qu'il a choisi d'utiliser, la forme des fenêtres, la forme des clochers, le choix des matériaux, on se dit que vraiment il avait une vision qui était très particulière et ça donne envie de mettre à la main à la pâte pour préserver ce patrimoine-là, de peut-être aller mettre des plaques en cuivre pour préciser quelque part que c'est lui qui a établi ces constructions-là. Et de transmettre ça aux générations à venir. Moi j'ai des enfants, je suis très heureuse. Je les ai emmenés dès que j'ai pu sur les bâtiments pour qu'ils voient. Il a fait également la frise qui est au-dessus du théâtre du Plaza, qui est encore là, qui est dans un état dont je peux vous en parler, vous êtes au courant. Mais la frise, elle est encore là. Il a été scénographe là-bas avant Constantin pendant une dizaine d'années. Il a fait plein de choses à l'intérieur qui sont en train de se perdre. Mais encore une fois, la rampe de l'escalier, les carreaux, ces choses sont encore là, ils sont encore existants et il faut vraiment que ça se sache et qu'on essaye de les préserver. Donc, si je peux dire, il y a une signature Max Boulet dans son architecture, visuellement et Art déco aussi. Complètement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est intéressé à son travail, on le reconnaît. Tant dans l'architecture que dans la peinture, parce que quand vous découvrirez les œuvres, vous verrez aussi l'influence qu'il a eue sur ces jeunes apprentis qui ont traversé chez lui. Et la patte qu'il laisse en fait, et c'est là où ce qui sera organisé dans Regard à croiser, tout sera intéressant parce qu'il y a une vraie influence en fait sur la peinture moderne aussi. Et je pense que c'était intéressant ce que tu disais parce qu'on n'en a pas parlé, mais il a été aussi un homme de théâtre. Il y aura une section dans l'espace d'exposition dessus, et en fait on a eu la chance de retrouver des dessins de costumes et des choses comme ça qui sont merveilleuses et qui seront présentées aussi dans l'exposition. Oui, peut-être un petit mot. Je crois que cette expo, c'est un voyage dans l'île Maurice d'antan, l'île Maurice d'autrefois, parce qu'il a vécu dans cette île Maurice d'avant, mais que ce sont des monuments et des peintures qui résonnent encore très fort aujourd'hui. Et c'est de retrouver cette résonance entre le passé et le présent qu'on a essayé de rendre dans l'expo. Je
crois que c'était pour ça aussi qu'on avait choisi le visuel qui présente l'expo, en fait, avec la citadelle derrière, parce que d'abord c'est un tableau qui est atypique en termes de dimension, puisqu'il ne peint pas sur ce genre de dimension en général. Et après, la thématique elle-même, parce que justement, il y a un côté patrimonial et en même temps qu'on voit tous les jours et qui fait partie de notre monde contemporain et qui nous entoure systématiquement au quotidien. Donc c'est vraiment ce boomerang systématique entre ce que Bernard appelle tradition et modernité, en fait. Voilà, si vous n'avez pas plus de questions, je ne vais pas faire mieux que ces belles paroles, donc je propose de terminer là. Et merci encore de vous être déplacés. On vous attend tous des pieds fermes le 2 octobre pour l'inauguration et l'ouverture. Merci.